Un désaccord sur un loyer, un contrat qui n'est pas respecté, un conflit familial. Bon, ces situations font partie de la vie. Mais alors que se passe-t-il quand la discussion, elle ne suffit plus? C'est précisément là que le droit intervient, avec un véritable mode d'emploi pour que la justice puisse être rendue. Quand un désaccord sur un contrat, une propriété ou une affaire de famille ne peut plus se régler à l'amiable, comment faire pour éviter que ce soit la loi du plus fort qui l'emporte? Il existe un cadre très précis, une sorte de guide pour s'assurer que chaque affaire soit traitée de manière juste et bien organisée. Et ce guide, c'est le Code de procédure civile. C'est le document qui va nous servir de fil rouge. Alors attention, il ne dit pas qui a raison ou qui a tort sur le fond de l'affaire, non. Son rôle, c'est de dicter les règles du jeu. Comment on présente un cas, comment il va être instruit et au final jugé. C'est vraiment ça, la garantie d'un procès équitable pour tout le monde. Pour bien comprendre tout ça, on va suivre le parcours d'une affaire en justice, vraiment étape par étape. On commence par les grands principes, puis on verra comment lancer la procédure, ce qui se passe concrètement au tribunal, comment la vérité est établie, et enfin la décision finale et ce qui se passe après. Alors, avant même de se plonger dans les papiers et les audiences, c'est important de saisir l'esprit de ce code. Son but premier est en fait assez simple, faire en sorte que la porte de la justice ne soit jamais fermée. Imaginons qu'une personne présente son affaire à un tribunal et qu'on lui réponde « Désolé, ça ne nous intéresse pas ». Ce serait impensable, non? L'article 2, ou alphas le tout, l'interdit formellement. C'est ce qu'on appelle l'interdiction du déni de justice. Le tribunal est tout simplement obligé de statuer. C'est la base de l'accès à la justice pour tous. Bon, passons à la pratique. Comment est-ce qu'un simple différend se transforme en une affaire judiciaire officielle? Tout commence par une étape absolument cruciale. Il faut s'adresser au bon tribunal. Le Code fait la distinction entre deux types de compétences. D'abord, la compétence d'attribution, ou une OA. Elle détermine quel type de tribunal peut juger l'affaire. Une affaire commerciale ne va pas devant le tribunal de la famille, c'est logique. Et puis, il y a la compétence territoriale, El Mahalli, qui, elle, détermine où se trouve le tribunal géographiquement. En général, la règle de base, comme le dit l'article 27, c'est le tribunal du lieu où habite la personne qu'on poursuit en justice, le défendeur. Mais la loi n'est pas juste rigide, elle est pragmatique. L'article 28 prévoit des exceptions qui sont pleines de bon sens. Pour un problème immobilier, le tribunal du lieu où se trouve la propriété, évidemment. Pour une pension alimentaire, là on donne le choix au demandeur, qui est souvent la partie la plus fragile. Chaque règle est pensée pour que la procédure soit la plus simple possible. Une fois qu'on a identifié le bon tribunal, la procédure devient très concrète. Que la demande soit faite à l'écrit ou à l'oral, tout est noté avec une grande précision. Qui poursuit qui et pour quelles raisons. Cet enregistrement officiel, Taqyid ad-Dawa, marque le véritable coup d'envoi du parcours judiciaire. Une fois que l'affaire est enregistrée, c'est toute la machine du tribunal qui se met en marche. Ce n'est plus seulement un différend entre deux personnes, c'est une procédure qui est maintenant gérée par la justice elle-même. Le processus est rythmé par des délais très précis. Et ce n'est pas pour le plaisir de la bureaucratie, mais bien pour garantir le droit à la défense. D'abord, on envoie une convocation, l'istida. Ensuite, on laisse un délai minimum pour que le défendeur puisse préparer sa défense. Et enfin, vient l'audience publique, où les arguments sont entendus. C'est un ballet vraiment bien orchestré pour garantir que tout soit équitable. Ça nous amène à une question essentielle. Les deux parties ont des versions qui se contredisent. Comment le juge peut-il bien savoir ce qui s'est réellement passé? Pour pouvoir trancher, un juge ne se contente pas d'écouter. Il dispose en réalité de toute une panoplie d'outils pour mener l'enquête et se forger sa propre opinion. L'article 55 est très clair là-dessus. Le tribunal peut ordonner des ijra'at at-tarkik. Ce sont de véritables mesures d'instruction. Ça peut être une expertise technique, une visite sur les lieux, l'audition de témoins, une analyse de signatures. Le juge n'est pas un simple arbitre passif, il devient un enquêteur qui cherche à découvrir la vérité. Mais que se passe-t-il si l'affaire repose sur un problème médical très complexe ou un défaut de construction? Un juge est un expert du droit, pas un expert en ingénierie. C'est là que l'expertise, la khibra, entre en jeu. L'article 59 permet de nommer un spécialiste totalement neutre pour éclairer le tribunal. C'est un mécanisme absolument crucial pour que les décisions soient basées sur des faits techniques solides. Après les débats, les témoignages, les expertises, l'affaire est mise en délibéré. Le voyage judiciaire touche presque à sa fin. On approche de la destination, le jugement, c'est-à-dire la décision qui va enfin trancher le litige. Une décision de justice, ça ne peut pas juste tomber du ciel comme ça. Un juge ne peut pas simplement dire « c'est vous qui gagnez » sans expliquer pourquoi. L'article 50 l'exige, tout jugement doit être motivé, c'est-à-dire motivé.
Le raisonnement du juge doit être détaillé, étape par étape. C'est la meilleure garantie contre une décision arbitraire et c'est aussi ce qui permet de la contester si on n'est pas d'accord. Mais attention, une décision de première instance n'est pas toujours définitive. Le Code prévoit des moyens de la contester, le plus courant étant l'appel. L'article 134 fixe le délai standard pour faire appel à 30 jours après avoir reçu la notification du jugement. C'est une information pratique vraiment essentielle à connaître. Mais la loi, c'est aussi s'adapter quand il y a urgence. Pour les affaires de famille, par exemple, où chaque jour peut compter, le même article 134 réduit ce délai à seulement 15 jours. L'objectif est clair, il faut accélérer la résolution de ces litiges pour ne pas laisser les situations difficiles s'éterniser. Faire appel, ce n'est pas un acte anodin. L'article 134 précise qu'il a un effet suspensif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que l'exécution du premier jugement est mise en pause. Le compteur est en quelque sorte remis à zéro en attendant que la cour d'appel se prononce. La première décision n'est donc pas forcément la fin de l'histoire. Et même après un jugement d'appel, le parcours n'est pas toujours terminé. Parce que obtenir une décision de justice, c'est une chose, mais s'assurer qu'elle soit appliquée dans la vie réelle, ça, c'en est une autre. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'exécution. Le tout dernier chapitre est souvent le plus complexe de ce long voyage judiciaire.